Quand la lumière s'éteint, ce n'est pas seulement une ville qui bascule dans l'obscurité. C'est tout un pays qui vacille, frappé par une vague d'attaques d'un genre nouveau. Depuis quelques semaines, des drones de dernière génération, furtifs et précis, traversent des centaines de kilomètres pour frapper au cœur de l'Ukraine, loin des champs de bataille. Imaginez une nuit glaciale à Kiev. Les habitants viennent tout juste d'allumer leurs lampes, de préparer le dîner, lorsque soudain, tout s'arrête. Les téléphones cessent de vibrer, les réfrigérateurs s'arrêtent, les chaudières murmurent un dernier souffle. Cette scène, vécue aujourd'hui en Ukraine, rappelle étrangement les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, quand Londres s'enfonçait dans le noir sous les Blitz, ou encore quand Belgrade, en 1999, voyait ses ponts et ses centrales électriques visés par l'OTAN. Mais ici, la technologie a changé. Aujourd'hui, ce sont des drones, presque invisibles, qui sèment la panique. La guerre change de visage. Les frappes massives ne ciblent plus uniquement les lignes militaires. Elles visent désormais les réseaux électriques, les voies ferrées et les dépôts logistiques. L'enjeu n'est plus de conquérir des kilomètres de terrain, mais de briser la capacité d'un pays à fonctionner, de plonger la société entière dans le chaos. Prenons l'exemple de Kharkiv, deuxième ville du pays. Après une attaque coordonnée sur son réseau électrique, les tramways se sont arrêtés, les hôpitaux ont basculé sur générateurs, les ascenseurs se sont figés, piégeant parfois des personnes âgées ou des enfants. Dans les campagnes alentours, les stations de pompage à l'arrêt ont obligé les habitants à creuser des puits improvisés ou à puiser dans les rivières, comme on le faisait il y a un siècle. À chaque attaque, les conséquences sont immédiates. Des hôpitaux privés d'électricité, des écoles fermées, l'eau potable qui cesse de couler. Les civils, loin du front, deviennent les victimes silencieuses d'une stratégie d'usure. Les trains de marchandises, les camions de ravitaillement, les stations de pompage, tout devient vulnérable. Pour illustrer, rappelons-nous la coupure d'électricité qui a paralysé Odessa à la fin de l'année 2023. Les générateurs électriques du port, essentiels pour l'exportation des céréales vers le monde entier, sont tombés en panne. Des tonnes de blé et de maïs sont restées bloquées, menaçant la sécurité alimentaire de pays dépendants des exportations ukrainiennes, de l'Égypte jusqu'au Liban. La logique du conflit s'est déplacée. Réparer une centrale électrique peut demander des semaines, quand autrefois quelques jours suffisaient. L'arrêt des transports fissure la vie quotidienne de millions de personnes, et chaque coupure sape un peu plus la résilience collective. Ce phénomène a été observé à Mariupol, où chaque réparation d'infrastructure était suivie d'une nouvelle attaque. Les ingénieurs, souvent sous les bombardements, travaillèrent la nuit, changeant d'itinéraire pour éviter d'être repérés. Malgré leur dévouement, il leur fallait parfois des semaines pour remettre en marche une simple ligne de tramway. Le risque est immense. Si la société s'effondre, la guerre est perdue avant même que les lignes de défense ne cèdent. La peur s'installe, la fatigue ronge les esprits, et la cohésion du pays se fragilise sous les attaques répétées. Pour comprendre la portée de ce bouleversement, il faut revenir sur la genèse de cette nouvelle stratégie et sur les moyens déployés par l'Ukraine pour y faire face. Comment cette transformation s'est-elle opérée si rapidement? Et jusqu'où l'Ukraine peut-elle résister à ce choc inédit? Autrefois, la guerre se menait dans les tranchées, avec des lignes fixes et des batailles annoncées. À présent, elle frappe sans prévenir, partout, dans chaque foyer, chaque ville. Sur le front nord, l'affrontement est devenu une guerre d'usure, où l'épuisement s'installe dans les corps et les esprits. Souvenons-nous de la bataille de Verdun en 1916. L'objectif n'était pas de prendre du terrain, mais d'user l'ennemi, de le forcer à céder sous la pression constante. Aujourd'hui, cette même logique d'épuisement se retrouve, non plus sur les champs de bataille, mais dans les rues, les hôpitaux, les écoles. Les grandes offensives appartiennent au passé. Désormais, ce sont des escarmouches innombrables, des avancées de quelques mètres, des reculs douloureux. L'usure est constante pour les soldats, mais aussi pour les civils, qui vivent dans l'attente et la crainte. Autour de villes clés comme Pokrovsk, Mirnograd ou Liman, les tentatives d'encerclement redoublent. Le front, autrefois continu, n'est plus qu'une mosaïque de points de tension. Chaque avancée, chaque repli,
se paie d'un prix terrible. À Pokrovsk, les corridors humanitaires se rétrécissent. Des quartiers entiers, vivants il y a peu, sont désormais des poches isolées, menacées d'être coupées du pays. Pour donner une idée de la gravité, à Liman, les écoles servent désormais de refuge. Les gymnases sont transformés en dortoirs de fortune. Les bénévoles, souvent des enseignants, improvisent des soupes pour les enfants et organisent des jeux pour oublier la peur des bombardements. La pression ne se limite plus aux champs de bataille. À l'arrière, les infrastructures deviennent la première cible. Sous-stations électriques, dépôts logistiques, gares, routes. Chaque frappe vise à priver l'ennemi de moyens militaires, mais aussi de la capacité de réparer, de se réorganiser, de survivre tout simplement. Là où, autrefois, être à une trentaine de kilomètres du front garantissait la sécurité, cette illusion s'est effondrée. Plus aucun endroit n'est vraiment hors de portée. Les nouveaux drones, capables de frapper loin et fort, rendent invulnérables des zones jadis sanctuaires. Le vrai bouleversement, c'est ce déplacement du danger. Chaque citoyen, chaque famille devient exposé. Quand l'énergie ou les transports sont visés, c'est la vie ordinaire qui vacille. Coupure d'électricité, communication rompue, accès aux soins compromis, chauffage incertain. Autant de menaces silencieuses qui rongent la résilience. Un exemple marquant. Lors d'une attaque sur une sous-station à Lviv, l'hôpital régional a perdu toute alimentation. Les chirurgiens ont dû opérer à la lampe frontale alors que la température des blocs opératoires chutait dangereusement. Malgré cela, grâce à la solidarité locale, des générateurs ont été acheminés dans la nuit depuis des villages voisins. La frontière entre combattants et civils s'efface. La fatigue, la peur, l'impossibilité de reprendre souffle s'étendent à tous. Plus la guerre gagne les arrières, plus chaque foyer devient une cible potentielle. Pourtant, ceci n'est qu'un prélude. Ce n'est que la première étape d'un engrenage plus sombre, celui où la logistique, minée, finit par rompre sous les coups répétés. Mais jusqu'où cette logique d'érosion peut-elle aller avant que tout ne s'effondre ? La tension monte alors que la capacité du pays à tenir, matériellement et moralement, est mise à l'épreuve. Une seule bombe larguée sur une centrale électrique, et c'est la vie de millions de personnes qui basculent en un instant. L'impact ne se mesure pas seulement en mégawatts perdus, mais en existences bouleversées, en espoir suspendu. Pour illustrer, rappelons la destruction du barrage de Nova Kakhovka. En une nuit, des milliers de foyers ont été privés d'eau, des villages inondés, des terres agricoles stérilisées pour des générations. L'effet domino a touché des secteurs entiers, du transport fluvial à la production d'électricité. Depuis plusieurs mois, la logique du conflit s'est métamorphosée. Les combats ne se limitent plus à la ligne de front. Désormais, les frappes sont coordonnées, précises, chirurgicales. Les cibles ? Les centrales électriques, les dépôts de carburant, les réseaux ferroviaires. Aucun pilier de la vie ordinaire n'est épargné. À chaque salve de missiles, des villes entières basculent dans l'obscurité. L'électricité disparaît, l'eau cesse de couler, les systèmes de chauffage s'éteignent, alors que l'hiver approche. Ce n'est pas seulement le confort qui s'effondre, mais la capacité même de résister, de se relever après chaque choc. Pour les civils, la routine se transforme en exercice de survie. Il faut cuisiner sans courant, se réchauffer dans des abris glacés, puiser de l'eau dans des citernes improvisées. Dans les hôpitaux, chaque vie sauvée dépend d'un générateur d'appoint qui menace de s'arrêter à tout moment. Dans les casernes, les soldats subissent la même épreuve. Sans logistique, sans ravitaillement régulier, l'endurance s'érode peu à peu. Le moral, déjà entamé par les pertes, chancelle face à l'impossibilité d'assurer le minimum à l'arrière, comme sur le front. Cette nouvelle doctrine ne vise plus à prendre un village ou un carrefour. L'objectif est de rendre toute forme de vie insoutenable, de transformer chaque réparation en cible, chaque entrepôt reconstitué en proie aux frappes suivantes. L'espoir d'un retour à la normale recule chaque jour, car rien n'est jamais durablement réparé. Derrière ces attaques, une logique implacable, asphyxier économiquement, épuiser les ressources, miner la volonté collective jusqu'à la briser.
Il ne s'agit plus d'avancer de quelques kilomètres, mais de provoquer l'effondrement de toute l'infrastructure sociale et énergétique du pays. Un autre levier terrible s'installe, la tactique des ultimatums. À chaque point de résistance, un choix impossible est imposé. Acceptez la reddition ou subissez la destruction totale de quartiers, d'infrastructures, parfois de villes entières. La peur et l'incertitude deviennent, elles aussi, des armes de guerre. Le risque est immense. Paralysie économique, population épuisée, ressources vitales non renouvelées, morale civile et militaire au bord de la rupture. Mais face à cette spirale de destruction, une question cruciale demeure. Comment survivre à cette nouvelle guerre d'usure? Pourtant, au cœur de cette adversité, la résistance s'organise. Face à la stratégie d'asphyxie, une autre bataille s'engage, moins visible mais tout aussi décisive. Quand chaque réparation avale davantage de ressources que la précédente, l'avenir se couvre d'incertitudes. Sous le feu constant, le prix humain et matériel s'alourdit. Les réseaux électriques et ferroviaires, jadis piliers de la vie moderne, se disloquent. Des hôpitaux survivent sous génératrices. Les trains restent figés. L'énergie s'amenuise et se distribue au compte-gouttes. Le choc social est brutal. La lassitude marque les traits. L'anxiété se répand, contagieuse. Même cuisiner ou aller travailler devient épreuve. L'angoisse grignote la résilience collective. Pourtant, on s'adapte. Quand les routes se brisent, les habitants inventent des chemins de traverse. Quand la lumière s'éteint, on trie l'essentiel, on partage, on improvise. Les liens humains, fragiles mais tenaces, remplacent les circuits techniques défaillants. À Sloviansk, par exemple, des habitants ont créé un réseau de solidarité pour partager les ressources et protéger les plus vulnérables. Chaque quartier désigne des responsables pour surveiller les personnes âgées, distribuer l'eau et coordonner les réparations de fortune. Cette organisation locale a permis, lors de la dernière coupure majeure, d'éviter les décès par hypothermie. La guerre a changé de visage. C'est désormais un combat d'endurance. Plus question de victoires éclatantes, mais d'une lutte lente, où le temps, l'argent et la volonté sont minés nuit après nuit. Chaque usine à l'arrêt, chaque convoi bloqué, chaque heure sans courant pèse sur l'équilibre du pays. Le péril est immense. Plus la crise s'étire, plus la reconstruction semble inaccessible. Les ressources s'évaporent, la confiance s'effrite, l'économie chancelle, menacée d'effondrement sous le fardeau des réparations sans fin. Au cœur de cette spirale, une interrogation brûle. Comment ne pas franchir le seuil du retour impossible? Pour comprendre jusqu'où cette logique d'usure peut aller, il faut regarder au-delà des chiffres officiels. Car derrière chaque rupture, c'est la capacité même de la société à tenir debout qui se joue. Chaque frappe révèle une faille, mais aussi une force inattendue. Dans ce nouveau type de guerre, l'usure vise à briser l'endurance d'un peuple autant que celle de son armée. Il devient crucial de repenser l'ordre de nos priorités. Au cœur de toute stratégie, la protection des infrastructures vitales doit primer. Sans réseau électrique, sans eau, sans communication, chaque ville perd non seulement en confort, mais en capacité de survivre et de résister. Investir dans la défense et la réparation rapide de ces infrastructures n'est plus un choix, mais une nécessité. Prévoir les attaques, constituer des réserves, organiser la reconstruction éclair. Tout cela limite la vulnérabilité et repousse l'effondrement que l'ennemi souhaite provoquer. L'expérience ukrainienne l'illustre. La flexibilité logistique peut sauver des vies. Diversifier les routes, multiplier les dépôts, valoriser les solutions locales et temporaires permet d'éviter la paralysie. L'énergie alternative n'est plus marginale. Panneaux solaires, générateurs, batteries de secours. Chaque foyer, chaque quartier devient un possible bastion d'autonomie. On peut prendre exemple sur Mykolaïv, où, après la destruction de la principale usine d'eau potable, la population a installé en urgence des systèmes de purification mobiles, parfois alimentés par l'énergie solaire. Cette adaptation rapide a permis d'éviter une crise sanitaire majeure. L'organisation à l'échelle locale prend alors tout son sens. Lorsque la chaîne nationale vacille, ce sont les réseaux de solidarité, les municipalités, les groupes d'entraide qui maintiennent la cohésion. Se préparer ensemble, mutualiser les moyens,
former des cellules de crise au niveau communal. Voilà ce qui fait la différence le jour venu. Mais la résistance ne se limite pas au matériel. L'ennemi vise aussi le moral. Préserver l'espoir, valoriser les efforts, soutenir les plus vulnérables. C'est ainsi qu'une société encourage ses membres à tenir, à lutter contre le découragement et la peur. L'exil intérieur, la fatigue, le doute deviennent des armes redoutables lorsque les bombes ciblent les réseaux et les réserves. À cet égard, des campagnes de soutien psychologique se sont multipliées en Ukraine. Des lignes d'écoute, des groupes de parole, des ateliers pour enfants traumatisés. Ces initiatives, même modestes, ont aidé à maintenir la cohésion sociale et à limiter les effets délétères du stress de guerre. Enfin, il faut repenser la notion même de sécurité nationale. Défendre un pays ne se résume plus à l'armée ou aux chars. Il s'agit aussi de nourrir, soigner, chauffer, informer la population sous la pression. La sécurité, c'est la résilience sociale, la solidité des réseaux, la confiance dans l'avenir. Ignorer ces leçons, c'est s'exposer à des crises plus graves encore. Refuser d'apprendre, c'est accepter de subir. Mais la logique de la guerre moderne impose une adaptation continue. Comment transformer ces enseignements en actions concrètes, sans perdre un instant? Dans la guerre moderne, le vainqueur n'est plus celui qui frappe le plus fort, mais celui qui répare le plus vite, le plus souvent, sans jamais céder. Ce ne sont plus seulement les destructions qui décident du sort d'un conflit, mais la capacité à rétablir l'électricité, à remettre un train sur les rails, à redémarrer un hôpital ou à chauffer une école. Chaque nuit plongée dans le noir, chaque journée sans logistique, érode le moral plus sûrement que 1000 explosions. La bataille cruciale se joue désormais dans l'ombre. Ramener la lumière dans les appartements, relancer la chaleur dans les classes, faire circuler l'eau, même pour quelques heures. C'est dans cette routine de la réparation, dans la persévérance quotidienne, que se mesure la véritable endurance d'une nation. À titre d'exemple, lors du siège de Sarajevo dans les années 90, la population a survécu grâce à un réseau clandestin de réparateurs et de bricoleurs, capables de relier des câbles électriques sous les bombardements, de creuser des tunnels pour l'eau, de réparer les radios. L'Ukraine d'aujourd'hui s'inspire de cette ingéniosité. Mais il ne faut pas s'y tromper. Oublier cette nouvelle réalité, c'est risquer de perdre plus que des infrastructures. C'est menacer la cohésion sociale, la confiance dans l'avenir et même la souveraineté. Chaque sabotage réussi, chaque coup porté au réseau, est une attaque directe contre l'espoir et la résilience de tout un peuple. Face à cette guerre d'usure, la réponse ne peut plus être purement militaire ou technique. Il faut soutenir ceux qui réparent, donner un sens collectif à l'effort, renforcer la solidarité et la détermination. Car aujourd'hui, les armes les plus puissantes sont psychologiques, sociales, citoyennes. L'enjeu, c'est de tenir ensemble, de croire que chaque réparation, si minime soit-elle, compte vraiment. Dans cette lutte, la victoire ne revient pas à celui qui détruit le plus, mais à celui qui endure, qui recommence, qui refuse de s'effondrer. Pour agir concrètement, chaque citoyen peut préparer un kit de survie avec radio à manivelle, lampes à dynamo, réserve d'eau et de nourriture. Les communautés peuvent identifier des refuges chauffés, prévoir des points de rencontre, organiser des tours de garde pour sécuriser les infrastructures locales. Un plan communal de gestion de crise, testé régulièrement, peut sauver des vies. Sommes-nous prêts à voir au-delà des images spectaculaires, à comprendre que l'avenir se joue aussi dans la fatigue, le doute, la reconstruction incessante? Ignorer cette nouvelle logique, c'est risquer de perdre plus que du temps ou des ressources. C'est mettre en jeu notre capacité même à espérer et à nous relever. La guerre d'usure moderne, telle que la vit aujourd'hui l'Ukraine, impose une révolution de nos réflexes collectifs. C'est un défi à la fois technique, humain et moral. Mais, comme l'histoire l'a prouvé à Varsovie, à Londres ou à Alep, une société qui s'organise, qui s'entraide et qui croit en la lumière au bout du tunnel, trouve toujours une force insoupçonnée. C'est dans la ténacité du quotidien, dans les gestes solidaires, dans la capacité à réparer, à consoler, à imaginer demain, que se joue la survie. Et, peut-être, la victoire.